Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom depuis Bangui en Centrafrique. La République centrafricaine fait face à un défi majeur économique, transformer son économie, créer de la valeur ajoutée et réduire sa dépendance aux importations. Avec une balance commerciale structurellement déficitaire, une industrialisation encore limitée et des ressources naturelles sous-exploitées, la question de la transformation locale et de l'industrialisation devient centrale. Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui Hervé Doba, ministre des Finances et du Budget. Bienvenue chez Africa 24. Bonsoir et merci. Nous recevons également Laurence Nassif, président du groupement interprofessionnel. Bienvenue chez Africa 24. Merci. Bonsoir. Et enfin, nous avons Serge Pissemis, deuxième vice-président de l'Union pour le renouveau centrafricain. Bienvenue à vous. Merci, madame. Avant d'entamer, je vous propose de suivre ce reportage signé par la rédaction d'Africa 24. Depuis son indépendance, la Centrafrique a cherché à concilier ses immenses potentialités naturelles avec le développement humain et économique. Aujourd'hui, le plan national de développement ambitionne de transformer ses ressources en moteur de croissance. Tout en rapprochant les projets des populations et en consolidant la stabilité politique, chaque projet des mines à l'agro-industrie est pensé pour créer de la valeur ajoutée locale et des emplois durables, dans une logique de cohésion sociale et de résilience. La révolution que nous voulons faire dans le cadre du PND, de faire en sorte que nos matières premières, nos ressources naturelles deviennent un champ de transformation. Et à partir de cette transformation, on peut dégager les valeurs ajoutées pour notre économie nationale. Le mécanisme que nous avons mis en place, donc ça commence par le travail de fond avec le secteur privé. Vous savez que le financement d'une économie repose davantage sur le secteur privé, sur les investisseurs avec qui nous avons eu à beaucoup échanger sur la base des projets que nous avons préparés. S'appuyant sur un financement de près de 700 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, complété par des investisseurs privés, la Centrafrique vise à déployer ses richesses minières, agricoles et numériques sur le marché international, tout en renforçant la gouvernance et la cohésion territoriale. Toute la question finance, économie, transformation. Et dans cette transformation, donc, on voit un peu plus loin comment amener notre pays vers sa destinée en tant que un pays qui va proposer sur le marché international sa diversité en termes de ressources sur le plan minier, sur le plan agrobusiness et sur le plan numérique. Le PND constituant une feuille de route pour un pays riche en ressources, mais qui cherche encore sa place dans le concert des nations. La Centrafrique, en réussissant à mobiliser partenaires, investisseurs et populations, pourrait, selon les experts, transformer son potentiel en prospérité durable, consolider son État, créer des emplois et offrir à ses citoyens un horizon de stabilité et de croissance. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom consacré au défi de l'industrialisation. Monsieur le ministre, la balance commerciale centrafricaine reste déficitaire depuis plusieurs années, avec une forte dépendance aux importations des biens manufacturés. Quelles réformes prioritaires le gouvernement met en œuvre pour renforcer la structure économique du pays et améliorer la compétitivité nationale? Je vous remercie. C'est effectivement une question qui permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand vous parlez de la balance commerciale qui est déficitaire, elle est déficitaire non pas seulement depuis quelques années, elle est déficitaire en réalité depuis toujours, devrais-je dire, pour la simple raison que, si vous voulez, les importations les plus importantes que nous avons dans le pays et qui sont nécessaires à faire tourner notre économie, en commençant par les hydrocarbures qui représentent une part extrêmement importante donc de ces importations-là, eh bien, viennent totalement de l'extérieur. Il faut rappeler que nous sommes le seul pays dans notre espace communautaire, la CEMAC, qui ne produit pas encore, qui n'exploite pas ses ressources naturelles, en particulier le pétrole, et pourtant nous en avons. Et donc, face à cela, si vous voulez, toute la problématique de l'énergie qui se pose, puisque il faut le rappeler, depuis l'accession du président Touadéra à la magistrature suprême, nous avons
retrouver un secteur énergétique dans une situation catastrophique, puisque les réformes importantes ont été engagées à ce niveau-là pour pratiquement tripler les capacités de production énergétique de notre pays. Aujourd'hui, nous asymptotons les 140 mégawatts en termes de capacité de production. Évidemment, la distribution, le transport et la distribution nous posent d'autres challenges que nous sommes en train de régler, mais définitivement, cette énergie est nécessaire pour nous permettre justement de passer à une autre étape de l'industrialisation qui pour le moment est quasi nulle dans le pays, permettant ainsi de réduire justement ce déficit sur la balance commerciale. Et donc, c'est la première réforme que je peux rappeler ici, c'est donc les réformes importantes qui ont été engagées sur le secteur donc de l'énergie. Évidemment, à l'intérieur, il faut dissocier la production d'énergie en tant que telle, et je viens de vous dire ce que nous avons réussi à faire en termes de production. Des efforts importants sont en train d'être faits maintenant sur le chaînon du transport de cette énergie, parce que des investissements importants grâce au financement des bailleurs nous ont permis justement de pouvoir, comme je disais tantôt, tripler la capacité de production sur les 10 dernières années. Mais cette production-là n'atteint pas encore en totalité la population, pour la simple raison que des investissements importants doivent être faits également sur les chaînes de transport, justement, de cette énergie, et l'amélioration de la gouvernance également que nous avons engagée au niveau de l'entreprise nationale, l'ENERCA, donc, qui est chargée du secteur de l'énergie. Il y a d'autres sujets, mais je vois que vous voulez m'interrompre, madame. Alors, nous allons passer à monsieur Oui. Pissimis. Quel est votre point de vue sur la problématique? Ben écoutez, je vous remercie. Comme a dit Monsieur le ministre, la balance commerciale est structurellement déficitaire. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2024, les exportations étaient de 204 millions de dollars, alors que les importations étaient de 779 milliards, donc un gap de près de 575 millions de dollars. Alors, s'agissant des exportations, nous exportons essentiellement aujourd'hui de l'or à 60%, du diamant 10% et du bois 10%. C'est pour dire que nos exportations à l'époque, qui étaient constituées essentiellement de café, de coton, etc., ont complètement disparu sur le territoire national. En corrélation avec cela, au niveau des importations, nous importons, comme a dit Monsieur le ministre, beaucoup d'hydrocarbures, mais nous importons également beaucoup de produits alimentaires. Nous importons les produits alimentaires, pharmaceutiques, alimentaires pour 45% de nos importations, 47 millions de dollars. Les hydrocarbures représentent 206 et les équipements électroniques 80. C'est pour vous dire que nous avons une économie complètement en distorsion. Et les solutions qu'on pourrait préconiser, c'est justement de relancer la filière agricole. Je ne voudrais pas comparer la RCA avec un autre pays. Je voudrais comparer la République centrafricaine avec la République centrafricaine. Pour ceux qui ont connu notre pays dans les années 70, il y avait ce qu'on appelait l'opération Bokassa. Et l'opération Bokassa nous permettait, et justement, lorsque j'étais en charge de la macroéconomie au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y avait beaucoup d'importations de coton et de café, qui rééquilibraient, je ne dirais pas qui rééquilibraient, mais qui participaient fortement à un rééquilibrage de cette balance commerciale. C'est ce que nous avons perdu. Mais on aura l'occasion de revenir point à point sur ces différentes questions. Et vous, Monsieur Laurence, partagez-vous le même avis que Monsieur Pissimis? En fait, je partage et le même avis que Monsieur le ministre et le même avis que Monsieur Pissimis. Tous les deux ont dit des vérités. La balance commerciale est déficitaire parce que, dans le grand principe, nous avons appris à consommer, mais pas appris à produire, malheureusement. Et il se trouve que les événements militaro-politiques de ces dernières années ont considérablement contribué à dégrader le tissu économique. Là aussi, des chiffres que tout le monde connaît.
On est dans le secteur primaire plus ou moins à 45%. C'est des chiffres approximatifs que je vous donne, hein. Dans le secteur tertiaire à 40% et dans le secteur secondaire à 15%. Ça veut dire que le niveau d'industrialisation est très bas. Alors on a tout le potentiel, on a les matières premières, le secteur agricole qui vient d'être soulevé ici par M. Psimis, et pour nous, le patronat, le secteur de croissance par essence même. On a un environnement climatique extrêmement favorable pour baser la croissance principalement sur ce secteur, enfin, en l'occurrence sur ce secteur-là. Mais attention, comme tous les secteurs qui sont adossés aux matières premières, ce sont des secteurs qui sont régulés par des cours mondiaux. Et les cours mondiaux, on le sait, sont fluctuants. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir ne pas se contenter de vendre la matière, mais apprendre et être suffisamment outillé pour la transformer. Et pour y amener donc une certaine valeur ajoutée, pour faire en sorte que ces produits soient rentables pour nous à l'exportation, étant entendu que nous ne sommes pas dotés d'une façade maritime et que les coûts logistiques pour amener nos produits au port de Douala ou au port de Pointe-Noire sont relativement élevés. Il faut en tenir compte. Monsieur Nassif, le secteur privé est considéré comme un moteur essentiel de la transformation économique. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'industrialisation? Les principaux obstacles, ça a été soulevé par Monsieur le ministre, c'est les infrastructures. Vous ne pouvez pas développer de l'industrie si vous n'avez pas d'énergie. Et vous ne pouvez pas développer de l'industrie ou évacuer vos produits issus de votre industrie si vous n'avez pas de route. Et donc, il faut qu'on mette l'accent sur le développement des infrastructures. Merci, Monsieur Nassif. Monsieur le ministre, les entrepreneurs locaux jouent un rôle clé dans la création de valeur ajoutée. Comment les PME du secteur agricole et agro-industriel peuvent-elles contribuer à l'industrialisation et à la création de richesses? Je vous remercie et je voudrais justement prendre la suite du président du JICA, M. Nassif, quand il disait que les problématiques que nous avons pour pouvoir lancer une véritable révolution industrielle dans notre pays, ce sont premièrement l'énergie, deuxièmement les infrastructures routières. Et je voudrais rappeler que cela représente 2/3 justement de toute notre ambition Vision 28 qui a été consignée dans le plan national de développement 2024-2028 qui a été brillamment défendu par le gouvernement lors de la table ronde de Casablanca à mi-septembre et qui nous a permis d'avoir un engagement de la part des bailleurs à hauteur de 9 milliards de dollars sur un montant global de 12,5 milliards de dollars. C'est un élément important pour dire justement que ces freins eh bien, sont pris en compte dans la vision que nous sommes en train de déployer en même temps. Et je voudrais terminer sur des réactions très rapides sur une intervention qu'a faite M. Psimis, qui parlait justement de toutes ces productions agricoles que nous avons perdues, mais qui, faut-il le rappeler, étaient des productions qui ne faisaient pas l'objet d'industrialisation. Donc on était sur un secteur primaire qui évidemment était beaucoup plus important. M. Nassif rappelait la composition que nous avons aujourd'hui, 45, 15 et 40, secteur primaire, secondaire et tertiaire. À l'époque, le secteur primaire était beaucoup plus important. Il est vrai, nous avons perdu cela, mais je suis ravi de vous annoncer ici que sur la production de café notamment, on a enregistré une croissance. Ça a d'ailleurs été rappelé par le président de la République lors de son discours sur l'état de la nation. Et le secteur, la filière coton est également en train d'être relancé grâce notamment à des initiatives que le gouvernement a prises. Revenons-en aux PME. Les PME sont extrêmement importantes et représentent 90% des acteurs en réalité de notre économie, avec également le secteur informel, PME et secteur informel. Je les mets dans cette grande famille justement d'acteurs économiques que nous devons accompagner. Nous avons engagé une initiative qui a été soutenue par les bailleurs et en particulier par la Banque mondiale à travers la mise en place d'un fonds national de garantie et d'investissement qui devrait permettre justement à ces PME d'accéder à du financement parce qu'évidemment, le premier frein que rencontrent ces petites et moyennes entreprises, c'est évidemment l'absence de financement
qui les font vivoter justement dans une spirale de laquelle elles ne sortent pas et elles n'arrivent pas à éclore et à libérer tout leur potentiel. De ce point de vue-là, nous adressons cette problématique, mais nous adressons également la problématique de la formation, parce que nous ne pouvons pas espérer qu'une population de PME, aussi ambitieuse soit-elle, réussisse à engager donc des projets importants et participer, contribuer donc à cette création de valeur ajoutée si celle-ci n'est pas formée. Et donc, dans ce projet-là que nous mettons en œuvre en ce moment, il y a 7000 jeunes que nous sommes en train de former. Près de la moitié a déjà été formée à l'heure où nous parlons. Et donc, tout cela vont venir renforcer, si vous voulez, donc les capacités des PME pour leur permettre d'aller de l'avant. Donc ça, c'est véritablement l'ambition que nous avons sur ce secteur-là, mais également le secteur financier et bancaire de façon plus générale, avec lequel nous travaillons ardemment de façon à ce que, justement, l'accès au crédit puisse être alloué à ces petites et moyennes entreprises. Mais évidemment, il faut que l'environnement, de façon plus générale, permette également à ces entreprises d'avoir accès à des marchés. Et pour cela, je viens tout justement de l'Assemblée nationale, où nous venons de faire adopter une magnifique loi portant commande publique en République centrafricaine, et dans laquelle nous avons défendu certaines dispositions, dont notamment des marchés qui seraient réservés à des PME, avec notamment une prépondérance pour le choix du genre, donc les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Ça vient tout juste d'être adopté par l'Assemblée nationale par acclamation. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Pissimis, comment encourager la transformation locale avant exportation? Mais c'est une question de volonté politique. J'ai été acteur économique pendant de longues années ici. Et la principale critique que je pourrais faire, puisque j'ai Monsieur le ministre en face de moi, c'est j'ai le sentiment qu'il y a une absence de volonté politique. Voyez-vous, si on a identifié, je pense que dans le PNB que j'ai ici, et que j'ai lu avec beaucoup d'attention, si on estime que la croissance économique est tirée par le secteur privé, il faudrait que ça se répercute dans la volonté politique. Et manifestement, je pense que la volonté politique n'y est pas. Je voudrais lancer des fleurs à Monsieur le ministre. Je dirais qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence gouvernementale. Pourquoi? Parce que je vois très souvent comment le ministre des Finances se débat. Se débat par rapport à ses collègues du sectoriel. Et pour lui, c'est pas facile. Parce que comment voulez-vous développer un pays avec des recettes budgétaires estimées à 300 milliards de francs CFA, avec des ressources propres de 160 milliards, lorsque le pays qui vient avant nous, je pense que c'est le Tchad, qui a des recettes budgétaires de l'ordre de 1500 milliards. Il est impossible de développer un pays avec 300 milliards de francs CFA. Même s'il a la meilleure volonté du monde, ne serait pas possible. Et je pense que les pistes, et je pense que les pistes sont brossées dans le PND, c'est l'augmentation de l'assiette fiscale pour augmenter justement ces recettes budgétaires. Mais vous savez, en 2016, lorsque nous élaborions le programme de gouvernance du président Nécessaire Dolo-Guélé, on était en campagne, le camp adverse nous disait que nous étions des gens utopiques. Parce que notre programme, nous ambitionnons à l'époque de porter le budget de l'État à 1000 milliards au bout de 5 ans. Et le camp d'en face nous trouvait utopique. Mais c'était la volonté politique qu'on nous manifestait. Mais vous savez, nous avons perdu, comme vous le savez, et puis le président Touadéra est arrivé, et puis il y a eu la conférence des bailleurs de fonds à Bruxelles. Et justement, le gouvernement a réussi à mobiliser près de 2,2 milliards de dollars, qui correspondaient exactement, justement, aux chiffres qui étaient contenus dans notre programme de développement. Vous voyez, c'est pour vous dire que quand on a l'ambition et quand on a la capacité, la faiblesse de notre pays, justement, c'est pas pour lancer des invectives à M. le ministre des Finances que je respecte,
mais c'est notre capacité à mobiliser des ressources stables pour financer notre développement. Monsieur le ministre, qu'avez-vous à répondre à Monsieur Pissimis? Je vous remercie, Madame Lamné, de me redonner la parole parce que justement, je brûlais d'envie de faire quelques remarques, mais très très rapides. Non, je voudrais très simplement et vraiment, en remerciant Monsieur Pissimis, mais dissocier véritablement la perspective que l'on a sur le développement d'un pays comparativement à ses recettes budgétaires. Je donne un exemple très simple. La vision que nous avons et que nous essayons de faire porter à travers notamment ce PND 2024-2028, c'est évidemment de pouvoir augmenter nos recettes domestiques, donc augmenter notre capacité fiscale pour permettre, à minima et dans les plus brefs délais, de pouvoir arriver à un équilibre entre nos recettes domestiques et nos dépenses primaires, pour arriver à un solde budgétaire primaire qui soit nul. Ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire et je voudrais rappeler ici que nous sommes passés de 84 milliards de francs CFA de recettes domestiques quand le président Touadéra prenait fonction. Nous sommes aujourd'hui à une ambition de 200 milliards de francs CFA. Ce n'est pas de la fiction. Les chiffres sont là. 206 milliards de francs CFA. Donc, cela veut dire qu'il y a une augmentation substantielle en proportion, justement, de cette capacité de collecte de recettes domestiques. Et nous avons une instruction du président de la République pour que d'ici à 2-3 ans, eh bien, nous passons à 400 milliards de francs CFA. Je voudrais bien que l'on dissocie cela de la capacité de développement qu'un pays peut avoir à travers de la mobilisation de financement qui est autre que budgétaire. Parce que, vous le savez aujourd'hui, plusieurs mécanismes de financement comme des partenariats publics-privés peuvent permettre de déployer des projets ambitieux, importants dans un pays, qui peuvent se chiffrer à des milliers de milliards de nos francs, sans pour autant qu'un impact budgétaire se voit tout de suite, sachant tout à fait que ces différents investissements vont découler progressivement sur une augmentation de notre produit intérieur brut qui, lui, à ce moment-là, permettra de voir eh bien, l'amélioration, puisque ceci amènera un élargissement de l'assiette fiscale à travers l'augmentation donc de la taille, l'élasticité de notre économie. Et je voudrais dire aussi que si ils avaient en face l'ambition de porter d'une année à une autre un budget de 200 milliards à 1000 milliards, vous savez, 1000 milliards, ça représente combien en termes de proportion de notre PIB? Notre taux de pression fiscale est le plus faible de la sous-région et nous y travaillons, il est de 8 à 9%. Dans la sous-région, ils sont entre 15 et 17%, 17%. de pourcentage de taux de pression fiscale. Si nous voulions présenter un budget de l'ordre de 1000 milliards, par exemple, de francs CFA, faites le calcul inverse, ça représenterait proportionnellement au PIB une somme beaucoup plus importante. Si on considérait que nous avions un taux de pression fiscale de 20%, ce serait 1/5, donc ce qui veut dire que notre PIB serait de 5000 milliards de francs CFA, considérant un taux de pression fiscale d'à peu près... voilà, donc je fais des calculs un peu grossiers, mais pour vous dire que quand on passe, comment passer d'une économie qui a un PIB aujourd'hui qui est de l'ordre de 2,5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars, ça peut passer justement par d'autres sources de financement et pour lesquelles nous avons fait la démonstration à travers le PND que cela est possible puisque nous avons levé 9 milliards de dollars lors de la dernière table ronde de Casablanca. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons prendre... Je voudrais quand même faire une précision. Je ne l'ai pas en un an, je l'ai en 5 ans, Okay. sur un mandat. Bon, Merci. Et vous, Monsieur Nassif, quel est votre point de vue sur la transformation locale en RCA? Alors, je vais commencer par vous répondre que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, aussi bien Monsieur Psimis que Monsieur le Ministre. Le taux de pression fiscale est à 8-9%, c'est cela, contre un taux moyen dans la sous-région de 17%, mais c'est un taux... Le taux de 8-9% est un taux finalement qui est bas parce qu'il n'est pas lissé sur ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Il faudrait que tout le monde arrive à payer équitablement et très justement l'impôt. Et on en vient à la problématique de l'élargissement de l'assiette fiscale. Alors la problématique de l'élargissement de l'assiette fiscale nous amène à la réflexion sur la fiscalité de porte, puisque, comme vous l'avez vu, dans le secteur secondaire, nous sommes à 15%, très peu industrialisés, et que la plupart de notre économie repose sur les importations.
Et nous pensons au patronat que si les portes étaient un petit peu moins poreuses, que cela contribuerait à faire en sorte que la fiscalité soit mieux collectée et mieux répartie. Maintenant, sur les PME, qui était votre question dont j'ai quelque peu dévié. Sur les PME, Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, il y a des problématiques de financement. Les mécanismes bancaires actuels des banques commerciales ne permettent pas de faire suffisamment confiance à ces PME et de les financer. Où il y a une assimilation entre le bien personnel du petit chef d'entreprise et sa structure. Il y a une confusion des genres. Et ça pose problème à un grand nombre de PME qui sont ambitieuses, qui ont les capacités de croître, mais qui, malheureusement, n'ont pas accès au financement. Je suis heureux d'entendre qu'il y a un fonds de garantie qui va être mis en place très bientôt pour les soutenir. Voilà, donc le principal problème de la croissance des PME, ou en tout cas du maintien du fonctionnement des PME, est l'accès au financement. Mais il n'y a pas que la Centrafrique qui est dans ce cas. C'est la fin de cette première partie de l'African Newsroom. Nous marquons une courte pause et nous revenons dans un instant. Nous sommes de retour sur le plateau de l'African Newsroom sur Africa 24 en compagnie de nos invités. Monsieur Nassif, les industries locales manquent souvent d'infrastructures adaptées. Quelles solutions le secteur privé propose-t-il pour moderniser les chaînes logistiques et soutenir l'émergence d'industries locales compétitives? Alors vous avez raison. Les industries locales manquent d'infrastructures adaptées. On en parlait tout à l'heure, l'énergie, le réseau routier, particulièrement pour les industries qui se trouvent dans l'arrière-pays, comme les industries du bois, par exemple. Alors, il y a des possibilités, évidemment. D'abord que l'État, dans le cadre de ces grands chantiers, priorise et favorise le financement de ces infrastructures dont je viens de parler. Et puis, il y a les partenariats PPP. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y a quelques partenariats de ce type qui se profilent à l'horizon, et particulièrement dans le domaine énergétique. Quel est votre point de vue, monsieur Pessimis? Non, mais je pense que le constat, il est celui-là. Mais nous, à l'URCA, nous proposons de sortir un peu de ce sentier battu, parce que cette politique vis-à-vis du secteur privé, elle est pratiquée depuis des décennies. Et donc, il faudrait qu'on sorte de ce cercle vertueux. Dans le programme de l'URCA, que nous défendons, mais j'ai le programme ici, c'est une centaine de pages, mais j'en donnerai la primeur au président du parti, nous envisageons de créer une zone économique spéciale. Une zone économique spéciale qui serait logée sur l'axe Bangui-Mbaïki, parce que le gouvernement est en train de réaliser le corridor de désenclavement qui nous emmène à la frontière du Congo. Et donc, je pense que c'est l'endroit idoine, où on pourrait éventuellement identifier les secteurs que nous voulons nous réapproprier, parce qu'il y a des secteurs que nous avons complètement perdus, notamment le transport. Au niveau bancaire, nous sommes inexistants, toutes les banques sont des banques étrangères, il n'y a pas de banque de développement. Je dirais également, je parlais du transport, je prends au niveau industriel, à part les brasseries, tout ce qui est industrie de l'eau, des jus de fruits, etc., l'industrie est complètement inexistante. Et donc, par conséquent, il faudrait qu'on puisse les localiser. Le ministre parlait tout à l'heure d'énergie. Je pense que c'est l'occasion, justement, dans cette zone économique spéciale, de fournir les ressources énergétiques adéquates. Le corridor aiderait justement à sortir un peu ces productions industrielles.
Et puis avec une architecture législative organisée pour nous permettre justement à ces entreprises et ces investisseurs de réaliser. Vous savez, il y a une dichotomie entre les investisseurs. Vous avez les investisseurs nationaux qui partent avec beaucoup de désavantages par rapport aux investisseurs qui arrivent. Les différentes années de conflits armés que nous avons connus a paupérisé fondamentalement les acteurs économiques. Voyez-vous, je me souviens que lorsque j'étais étudiant, M. Ngo, qui vient de nous quitter, qui est un gros, je dirais même un industriel important dans notre pays, il montait des véhicules à Gakoa. Gakoa est une structure qu'il avait créée, et il faisait venir des pièces détachées du Japon et il construisait des véhicules. Et on parlait tantôt de la balance commerciale qui était déficitaire. Lorsqu'on regarde la balance commerciale, justement, tout ce qui est véhicule participe de façon importante justement au déficit de la balance commerciale. Voyez-vous, ce sont toutes ces initiatives qu'il faudrait que l'on puisse implémenter. Je dirais aussi que, pour ne pas monopoliser la parole, que nous étions précurseurs dans différents instituts agronomiques. Il y avait l'IFDR de Mbaïki, il y avait des instituts sur la route du PK10, et nous avons perdu tous ces instituts. Ce qui fait que nous n'avons pas de possibilité, justement, de mener une recherche agricole adéquate. Je suis conscient qu'il y a un effort du gouvernement qui est fait. Mais on n'a pas abordé les problèmes de corruption. Je pense qu'en tant qu'acteur économique, l'un des problèmes que nous rencontrons, c'est la corruption. Je pense que les autorités ont initié des lois, mais à ma connaissance, parce que je suis ça de très près, les décrets d'application justement de ces lois anticorruption n'ont pas encore été prises à ma connaissance, et justement militeraient justement en faveur de tout cela. Donc c'est un peu la conjonction un peu de toutes ces choses-là qui font qu'un acteur économique qui s'installe, il est en compétition avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a les moyens financiers de son pays d'origine, alors que nous, ici, opérateurs économiques, nous avons une structure qui n'est pas adaptée à permettre un développement de nos activités, de nos affaires. Monsieur le ministre, en tant que membre du gouvernement, pourquoi les industries locales manquent encore d'infrastructures jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, non, peut-être très rapidement dire à M. Psimis que si la zone économique spéciale est un des atouts forts, je crains qu'ils arrivent un peu en retard parce que, voyez-vous, il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous avons initié ces discussions importantes avec le secteur privé, justement en ce qui concerne les zones économiques spéciales. Et d'ailleurs, s'il est bien vrai qu'il faut trouver le bon équilibre entre les opérateurs internationaux et les opérateurs nationaux, de façon à ne pas totalement diluer ou déposséder les opérateurs nationaux. Et il est tout aussi important que lorsque l'on met en place une zone économique spéciale, eh bien, il faut que cette zone économique spéciale ne soit pas un îlot d'exonérations diverses et variées qui justement profitent exclusivement aux internationaux. Et donc, il faut trouver un cordon, il faut créer un cordon ombilical entre cette zone économique spéciale et donc l'économie nationale, l'économie réelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs convié le président du JICA autour de la table, tout le secteur privé, à un important dialogue pour que le modèle centrafricain de la zone économique spéciale soit discuté et soit mis sur la table pour que l'on puisse avancer. Bon, je n'évoque pas le corridor 13, évidemment, qui a été rappelé ici, qui est une infrastructure importante, notre deuxième voie d'accès à la mer, et pour laquelle donc on a le président de la République a eu l'honneur et le privilège de poser la première pierre d'un port, donc qui est adossé donc à ces travaux importants, et donc tout cela participe justement de cette stratégie de développement d'infrastructures, justement pour permettre à ces entreprises, parce qu'il faut rappeler que pendant les deux premiers mandats, en réalité, il a fallu asseoir la paix, sans laquelle nous ne serions même pas ici autour de cette table en train de discuter. Donc maintenant, nous sommes véritablement en train de travailler sur ces fondamentaux pour nous permettre justement d'aller de l'avant. Avant de continuer, nous allons écouter cet élément signé par la rédaction d'Africa 24.
Avec plus de 22 millions d'hectares de forêt, la République centrafricaine détient un potentiel forestier considérable. Mais ce trésor naturel est encore peu valorisé. Le secteur forestier pèse 13% des exportations du pays et emploie plus de 4000 personnes. Pourtant, l'exploitation reste confrontée à des limites structurelles, environnementales et institutionnelles. La déforestation touche environ 0,2% du couvert forestier, estimé à 30 000 hectares de forêt chaque année, souvent à cause de l'agriculture itinérante, de l'exploitation illégale et du charbonnage. Le département est en train, pour l'édition 2025, de pouvoir organiser non seulement, comme par le passé, la journée nationale de l'arbre, mais les choses ont évolué. Et c'est devenu maintenant la semaine nationale de l'arbre. Et donc, nous allons les célébrer bientôt. Et donc, c'est autant de mesures qui sont prises au niveau du département au moins pour répondre à cette question de déforestation qui est devenue très, très inquiétante dans ces derniers temps. Je crois que ces mesures pourront nous aider à répondre efficacement et à aller vers tout ce que les gens attendent aujourd'hui, les défis liés au changement climatique. Environ 90% du bois centrafricain est exporté brut. Seul 10% à 20% du bois est transformé localement. En 2023, les exportations de bois ont généré près de 50 millions de dollars pour l'économie centrafricaine, mais auraient pu rapporter jusqu'à 120 millions de dollars avec une transformation sur place. La seule issue pour continuer une exploitation durable et responsable, c'est de procéder à la transformation. Cela fait déjà 2 ans que nous n'exportons plus de matière brute et que tous nos produits sont transformés. Non seulement transformés, pas simplement au premier niveau de transformation, mais au 3e niveau de transformation. À quelques kilomètres des zones d'exploitation, la réserve de Nzanga-Sanga illustre un autre visage de la forêt, celui de la biodiversité exceptionnelle. Gorilles, éléphants, forestiers, pangolais y cohabitent avec des communautés locales. Nous avons pas mal de menaces tout autour des aires protégées. Parmi celles-ci figure le braconnage justement dont vous avez cité. Nous avons les feux de brousse, nous avons l'exploitation illégale des minéraux, parce que ces gens impactent effectivement sur toutes ces ressources-là. Nous maintenons la loi, parce que la loi en elle a prévu un certain nombre de dispositions. Et nous travaillons en synergie avec toute la chaîne du système judiciaire et même les forces de maintien de l'ordre, les officiers de police judiciaire. La transformation locale pourrait créer 2 à 3 fois plus d'emplois directs dans les scieries, menuiseries, usines de plaquage ou de meubles. Le pari d'une exploitation durable et équitable pourrait bien transformer ce patrimoine naturel en moteur de croissance verte pour tout le pays. Nous sommes de retour sur le plateau de l'African Newsroom spécial Bangui en Centrafrique consacré au défi de l'industrialisation. Monsieur Nassif, la transformation locale pourrait multiplier la valeur économique de certaines filières. Quel modèle ou stratégie pourrait inspirer la RCA dans la mise en place d'une véritable politique d'industrialisation? Je vais vous parler du secteur du bois, qui est mon domaine de prédilection. Je dirais que je vais revenir sur mes propos il y a quelques instants. Quand vous exportez des matières premières, vous êtes adossé à un cours mondial. Et les cours sont fluctuants, par définition. Quelle que soit la matière première que vous exportez, les cours sont fluctuants. Si il s'avère que ce que vous exportez est vendu très cher sur le marché, vous vous en sortez. Mais s'il s'avère que les cours vont à la baisse, avec l'inconvénient de notre position géographique qui induit des coûts logistiques très élevés, vos matières brutes, elles ne valent plus grand-chose lorsqu'elles arrivent en façade maritime. Ça veut dire qu'il faut impérativement les transformer pour leur amener de la valeur ajoutée et les vendre à des prix acceptables. Et ça, en l'occurrence dans le secteur du bois, c'est une question de survie. Alors c'est valable dans le secteur du bois comme dans le secteur agricole. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question ou si je laisse parler les autres. Vous pouvez encore développer, vous avez toujours la parole. Et à cela est adossé évidemment directement
les infrastructures. Le corridor 13 qui a été abordé tout à l'heure, qui a été cité aussi bien par M. Psimis que M. le ministre, est une voie importante, est une solution aussi d'exportation pour nous vers cette voie qui était la voie traditionnelle, la transéquatoriale, et qui nous amenait donc jusqu'à Brazzaville et ensuite Pointe-Noire. On a besoin de diversifier, si vous voulez, nos voies d'évacuation. Monsieur Pessimis, quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à ce secteur? Mais je pense qu'en relation avec le déficit de la balance commerciale, il faudrait que les industries que nous voulons voir développer dans notre pays soient des industries qui permettent de produire des produits que nous consommons. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça aurait l'avantage de réduire justement le déficit de la balance commerciale. Je pense notamment à tout ce qui est alimentaire. Je pense notamment à tout ce qui est pharmaceutique. Je pense que nous pouvons très rapidement, quand je parlais de zones exclusives, Monsieur le ministre, oui, je sais très bien qu'il y a une réflexion qui s'en fait, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut être pragmatique. Il faudrait que ça soit mis en place, voyez-vous? Et donc, par conséquent, les filières agricoles, par exemple, l'anacardier. Je pense que M. Nassif, que je connais très bien... Comment structurer ces filières agricoles-là? Les structurer, mais je vous disais tantôt qu'il faudrait, à l'époque, nous étions organisés au niveau régional. La difficulté que nous avons dans notre pays, avec les événements que nous avons connus, c'est que nous avons un très gros développement de la population urbaine, avec une réduction des populations rurales. Donc, le gonflement de la population urbaine, avec les ressources que nous avons, ne nous permettent pas de servir des services sociaux de base à nos populations. Et ça nous complique la vie, justement, puisque cette migration de population vide nos zones rurales. À l'époque, nous étions organisés avec des zones géographiques, avec des démembrements des structures du ministère de l'Agriculture, qui permettaient justement de fixer les gens sur le territoire. Donc, vous voyez, c'est un peu toutes ces questions-là. Moi, je dirais qu'il ne faut pas que nous puissions réinventer ce que nous avons déjà mis en place par le passé. Il faudrait qu'on revienne à nos fondamentaux. C'est tout simplement ce que je dis. Alors maintenant, pour répondre de façon spécifique à votre question, nous consommons du manioc. Il faudrait qu'on lance des productions massives de manioc. Il y a la banane, il y a toutes ces productions-là qu'il faudrait que l'on lance, que l'on transforme pour notre consommation locale. Voyez-vous? Et ça permettra justement d'emmener l'eau, l'électricité et les services de base en fonction de nos zones de production. Donc c'est un peu, moi, ma vision et la vision de notre parti. Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions que le gouvernement met en place par rapport au secteur de la transformation locale? Écoutez, deux choses. Des actions d'abord sur le secteur primaire, parce qu'évidemment, sans production de matières premières, il est difficile de parler du secteur secondaire et donc de la production et de la transformation. Et donc, je vous disais tout à l'heure que des initiatives ont été prises pour soutenir justement la relance vigoureuse de l'agriculture. D'ailleurs, j'invite l'URCA à prendre connaissance du pacte sur l'agriculture que nous avons travaillé avec la Banque africaine de développement, un pacte important qui d'ailleurs reprend les différents piliers justement de l'agriculture, à la fois de l'agriculture vivrière et de l'agriculture des cultures de rente pour relancer également la filière du coton, etc. Donc il y a un accompagnement spécifique de ce point de vue-là qui appelle également de la mécanisation. Parce que sans mécanisation, évidemment, la plus grande partie de notre population est une population agricole, mais qui n'utilise qui ne fait que de l'agriculture dans un format encore archaïque, je peux le dire ainsi, puisque c'est essentiellement manuel comme agriculture. Nous devons mécaniser cette agriculture-là. Et donc, tout un accompagnement est fait dans ce sens-là. Et dans le PND, il y a donc des projets qui ont été
spécifiquement élaborés pour pouvoir soutenir cela. Il y a également toute la problématique des intrants. Il y a la problématique des semences, etc. Nous avons fait une opération il y a de cela quelques mois, dans la filière coton notamment, pour pouvoir réinsérer, vous voyez, donc un mécanisme permettant de générer en fait des graines de coton, de sorte à ce que justement les producteurs puissent avoir cette matière première finalement pour leur permettre de cultiver. Et il y a également donc le secteur secondaire dont vous avez parlé. Et là-dessus, nos deux piliers véritablement, et je vais me répéter, mais c'est l'énergie et évidemment le réseau routier sur lequel donc nous sommes en train de faire des efforts importants. J'avais rappelé tantôt déjà depuis le début de cette émission la progression importante sur la capacité de production. Les efforts sont en train d'être faits pour pouvoir améliorer aussi la gouvernance de nos entreprises publiques, dont notamment l'ENERCA, mais également donc nous travaillons sur tous les autres aspects pour permettre justement que le secteur privé puisse avoir un terreau favorable pour lui permettre de libérer tout son potentiel. Monsieur Nassif, oui, vous avez la parole. Oui, non, je rebondis totalement sur ce que disait monsieur le ministre. Il faut qu'on en arrive à la mécanisation du secteur agricole, et je rebondis aussi sur ce que disait monsieur Psimis. Il faut d'abord qu'on s'occupe du marché sous-régional, qui a un potentiel extraordinaire. Et au-delà de la CEMAC, intégrer la RDC. Ça représente plusieurs dizaines de millions d'habitants. Donc avant qu'on commence, si vous voulez, à réfléchir pour savoir comment exporter sur l'Europe, l'Asie ou les États-Unis, occupons-nous, comme l'a si bien dit M. Psimis, d'abord de ce que nous mangeons. Et pas nous, au sens nous, simplement les Centrafricains, ce que nous mangeons dans la sous-région et voir au-delà. Le continent africain est le continent, on le sait tous, qui a le potentiel le plus important, ou en passe de devenir, en termes humains, n'est-ce pas, le plus important. Comment renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales? Par de la formation. Il faut, et c'est là où nous devons tirer toute la quintessence de ce que nous proposent les partenaires techniques et financiers au développement, qui nous appuient déjà. En tout cas qui appuie le secteur privé et probablement aussi l'État, par la formation. Par la formation. Une nation qui forme rend ses enfants intelligents et rend ses enfants outillés et compétents dans les différentes spécialités que chacun embrasse ou que chacun emprunte. Et ce que nous constatons pour le moment, c'est que il est vrai que, avec la perte des infrastructures, des outils économiques que nous avons subis ces dernières années, même s'il ne faut pas se contenter de verser des larmes de compassion sur son sort et revenir en permanence sur ça, mais nous l'avons vécu, donc on ne peut que en parler. On a perdu beaucoup de la formation et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une totale inadéquation entre la formation et l'emploi. La formation est tournée principalement vers les métiers intellectuels et au détriment du manuel. Et on construit un pays avec une population, avec des techniciens formés pour ce faire. Vous ne construisez pas une maison avec des comptables. Monsieur Pessimiste, partagez-vous le même avis avec les compétences techniques? Non, je partage cet avis-là, mais je vais au-delà. Je pense qu'on a un point qu'on n'a pas suffisamment abordé, c'est la corruption. La corruption qui gangrène justement tous les pans de notre économie. Je vais prendre quelques exemples. Je suis conscient que le gouvernement fait des efforts dans le domaine de l'agriculture, notamment en lançant des financements, comme l'a dit Monsieur le ministre, des financements de la BAD. Il y a eu d'importants projets comme le Prépass, le PADECAS, etc., qui devaient renforcer justement le secteur de l'agriculture. Mais
à quoi nous avons assisté? Nous avons assisté avec des malversations importantes dans ces différents projets. Et ces malversations n'ont pas été sanctionnées à leur juste hauteur. Et je pense que ça, c'est fondamental, justement, dans l'environnement de nos affaires dans lequel nous évoluons. Nous, comme donner un exemple, nous assistons très souvent à une espèce de pseudo-concurrence déloyale avec des exonérations qui sont données à des ONG nationales, des ONG nationales qui utilisent ça, en allant voir des commerçants de la place, des commerçants notamment étrangers, des gros exportateurs, des gros importateurs, pardon, et qui importent en exonération un certain nombre de produits, et notamment parfois des produits de première nécessité, pour satisfaire justement les besoins humanitaires de nos concitoyens. Mais ça se retrouve sur le marché, notamment du ciment, du riz, etc. Et tout ça là conflict un peu la vie d'un investisseur, voyez-vous. Vous parlez de production, vous parlez d'entreprise, vous parlez d'industrie. Mais mettez-vous à la place d'un compatriote qui décide de se mettre dans une activité. Il va commencer petitement, en commençant par des importations, et ensuite, dans le périmètre, quand il va grossir, il va se dire, bon, mais pourquoi j'importe? Il faudrait que je commence à importer des machines pour commencer à produire. Mais si vous êtes en face d'importateurs qui, de façon déloyale, arrivent à passer outre le périmètre de la douane, votre marchandise qui sera produite ne sera pas en compétition, sera en compétition avec la marchandise importée, mais au niveau des coûts, vous aurez des difficultés à écouler votre production. Donc c'est un peu toutes ces choses-là auxquelles nous faisons face et pour lesquelles il faudrait que les autorités puissent réfléchir là-dessus et véritablement sévir, parce que c'est un pan qui est extrêmement important. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Monsieur le ministre, qu'avez-vous à répondre aux points évoqués par Monsieur Nassif et Monsieur Pessimis? Je vous remercie. Donc, très rapidement, peut-être faire quelques commentaires. Le premier, c'est de dire que s'agissant de la corruption, voyez-vous, les cas qui ont été évoqués par Monsieur Pessimis ont fait l'objet, évidemment, de saisines par le gouvernement auprès donc de la justice. Et l'ambition que nous avons, c'est évidemment de ne pas empiéter sur le périmètre de la justice. Loin de nous l'idée de venir bousculer la justice et nous faire justice nous-mêmes. Donc nous laissons la justice travailler de ce point de vue-là. Par ailleurs, il est important de rappeler que sur les questions d'exonération, parce que justement nous avons relevé que ces questions sont des questions importantes, pas plus tard que hier, à l'Assemblée nationale, les élus du peuple à l'Assemblée nationale ont bien voulu adopter la loi des finances de l'exercice 2026, incluant une disposition qui révise totalement le mécanisme, justement, de mise en œuvre des exonérations. Et à travers ce mécanisme, donc, que j'invite M. Pessimis à aller consulter lorsque cette loi sera promulguée par le président de la République, vous verrez donc ce dispositif important que nous sommes en train de mettre en place, qui, en réalité, va exiger un paiement en amont de l'ensemble des importations qui sont exonérées avant d'en arriver à un remboursement une fois que l'importation aura été livrée. C'est un dispositif extrêmement important et qui va changer beaucoup de choses de ce point de vue-là. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce qui concerne notamment la formation évoquée par M. Nassif. Non, je suis heureux d'entendre cette grande inquiétude que nous partageons d'ailleurs dans le cadre des dialogues publics-privés menés avec le gouvernement. Et je suis ravi de ce que, à date déjà, le président de la République a procédé à la pose de première pierre de plusieurs centres professionnels régionaux qui sont en fait des établissements qui vont être construits avec l'appui
des bailleurs, parce que nous leur avons dit que c'était la priorité pour nous, maintenant d'engager véritablement une formation technique pour toute une population, car le besoin est réel, il est exprimé par le patronat, et il est de notre devoir en tant que gouvernement de répondre à ce besoin formulé donc par le patronat. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée au défi de l'industrialisation. Nous étions avec Hervé Doba, ministre des Finances et du Budget. Merci. Nous étions aussi avec Laurence Nassif, président du groupement interprofessionnel. Et enfin, Serge Pessimis, deuxième vice-président de l'Union pour le renouveau centrafricain. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Newsroom. Retrouvez nos programmes sur Africa 24.